Le réchauffement climatique, c'est une augmentation moyenne de 1 degré sur l'ensemble du globe depuis le début du XXe siècle. Cette hausse globale des températures est due à l'émission de gaz à effet de serre, dont le CO2. La présence de ce gaz dans l'air réchauffe la surface terrestre. Depuis l'ère industrielle, il atteint des niveaux jamais égalés depuis plus de 800 000 ans. Et les scénarios des scientifiques du GIEC projettent un réchauffement moyen global compris entre 2 et 5 degrés Celsius. Chaque dixième de degré compte, c'est notre responsabilité de nous inscrire dans le scénario le plus optimiste. Remontons le passé pour comprendre le futur. On entend souvent dire 4-5 degrés supplémentaires, c'est pas beaucoup, on verra bien. Et puis le climat a toujours changé. Déjà, il faut savoir qu'il s'agit de moyenne à l'échelle mondiale, donc rien à voir avec les degrés du thermomètre. Et puis le climat a toujours changé, c'est vrai, mais de quel ordre de grandeur ? Depuis 3 millions d'années, la Terre alterne entre des périodes glaciaires et puis des périodes interglaciaires. C'est la position de la Terre autour du Soleil qui en est responsable. À chaque alternance, le visage de la Terre et du vivant est complètement bouleversé. En période glaciaire, d'immenses calottes de glace recouvrent l'hémisphère nord, rien à voir avec ce que l'on connaît à l'heure actuelle. Le niveau des mers chute de 120 mètres, le couvert végétal change du tout au tout, comme par exemple dans l'hémisphère nord. Et la faune également change avec son cortège d'animaux adaptés au froid. On est donc dans quelque chose qui n'a strictement rien à voir avec ce que l'on connaît actuellement, et depuis 10 000 ans, puisqu'on est depuis ce temps en période interglaciaire. Lors de chaque oscillation, le changement climatique moyen sur Terre est de 5 degrés moyens. Ces transitions ont lieu au plus court en 10 000 ans. Donc, on change d'ère climatique. Et il faut retourner à environ 12 millions d'années en arrière pour trouver un analogue au climat futur proche. Une époque où le genre Homo, qui a compté une quinzaine d'espèces, n'existait pas puisqu'il est apparu il y a environ 3 millions d'années. Ni a fortiori l'espèce Homo sapiens, notre espèce, qui est la seule représentante actuelle du genre Homo, qui, elle, est apparue il y a à peine 300 000 ans. Les anomalies de température sont dues aux facteurs humains à travers les émissions de CO2 en large majorité et celles d'autres GES. Les émissions humaines sont le fruit de l'utilisation des combustibles fossiles à 65%, ainsi que de la production du ciment à 12% et de la déforestation pour le reste. Ce sont les secteurs de l'industrie, des transports, de l'agriculture et de l'utilisation des sols, du résidentiel, des services qui sont responsables de ces usages. 4-5 degrés supplémentaires, c'est énorme, c'est extrêmement rapide, et puis on risque de sortir d'air climatique. Nos petits-enfants et arrière-petits-enfants connaîtront les effets du gaz carbonique que nous émettons actuellement, car les molécules de CO2 séjournent en moyenne une centaine d'années dans l'atmosphère. Cela veut dire que même si nous arrêtons aujourd'hui de produire du CO2, les effets sur le climat ne se feront pas sentir immédiatement. Cette hausse globale des températures mondiales s'est accélérée durant les 50 dernières années, provoquant ainsi une série d'impacts. Les événements extrêmes sont plus fréquents. On note aussi l'augmentation du niveau des océans, la fonte des banquises, des calottes et le recul des glaciers et de la couverture neigeuse. L'avancée des saisons due à la hausse des températures fragilise les milieux et les populations, notamment au cours de la période de reproduction, moment charnière pour la survie des espèces. Le réchauffement par ailleurs conduit de plus en plus d'espèces à migrer dans les hautes altitudes et latitudes pour retrouver les températures auxquelles elles sont adaptées. Le changement climatique est déjà en cours et il faut s'y préparer. Si on veut le contenir à moins de 5 degrés, il est incontournable de réduire le niveau d'émissions de GES en se dirigeant vers une société moins dépendante des énergies fossiles. Il s'agit de remplacer la voiture par des modes doux ou de relocaliser l'alimentation. En 2050, qu'on soit dans le meilleur ou pire scénario, il faut imaginer une véritable transformation des paysages de moyenne montagne. Et ce qu'on observe effectivement, c'est que dans une gamme d'altitude qu'on appellerait la moyenne montagne, on a des changements assez forts des conditions d'enneigement. La très grande majorité des écosystèmes de montagne, les forêts, les habitats spécifiques pour telle ou telle espèce, ça a une influence directe. Et puis il y a aussi des effets sur le tourisme, sur l'activité des stations de sport d'hiver qui sont directement touchées par les fluctuations d'enneigement. Il y a un autre secteur qui est important, lié à l'évolution du manteau neigeux et aux conditions météorologiques, c'est tout ce qui concerne les risques naturels, que ce soit les avalanches, que ce soit les crues, que ce soit la déstabilisation des parois rocheuses par l'accroissement des températures. Grands enjeux en montagne pour les prochaines décennies, ça va être la poursuite de la raréfaction de l'enneigement en moyenne montagne en particulier. Dans quelle mesure l'industrie touristique en particulier pourra s'adapter à ces conditions changeantes. Des questions liées à la ressource en eau. On va avoir un changement de la façon dont l'eau est disponible au cours de l'année. Et puis sur la question des risques naturels, on s'attend à des changements graduels, de plus en plus d'occurrences de ces avalanches de neige humide, de ces glissements de terrain, de ces mouvements de terrain liés à la déstabilisation du permafrost, une réduction très marquée des couvertures des glaciers
de montagne. Les glaciers en dessous de 3000 mètres d'altitude, on projette que d'ici 20 à 30 ans, une grande partie d'entre eux auront disparu. Quand on parle de changement climatique, je pense que les glaciers sont un des indicateurs ou une des icônes finalement les plus visibles de ce changement climatique. On a une superficie englacée dans les Alpes. Ces glaciers qui, il y a encore 30 ans, allaient fonder en juillet-août, maintenant la saison de fonte elle commence en juin, puis après juillet, août, septembre, octobre. Donc dans les Alpes en tout cas, ce qu'on observe c'est que tous les glaciers des Alpes évidemment perdent du volume, perdent de la masse de glace. Il y a quand même toute une activité touristique qui est liée à ces glaciers. Le glacier va se réduire de plus en plus et là du coup on va passer un pic et on aura de moins en moins d'eau pour les apports hydroélectriques. Donc il y a toute cette activité un peu économique liée à l'exploitation de l'eau des glaciers qui risque dans beaucoup de régions du monde d'être très influencée et de devoir évoluer d'une certaine façon. Beaucoup de nos activités économiques dépendent des ressources naturelles, toutes impactées par le changement climatique. L'eau, la biodiversité, les sols, la forêt. Si leur résilience naturelle est perturbée, la nôtre l'est aussi. Prenez votre territoire de moyenne montagne. N'en voyez-vous pas déjà les effets ? Il faudra aussi s'adapter pour faire face au changement climatique. Parler de changement climatique et d'impact du changement climatique au niveau global, c'est bien, mais ça reste vague. Ce qui intéresse les gens, c'est quels vont être les impacts sur le lieu où je vis. Traditionnellement, l'adaptation, c'est il y a un nouveau stimuli, comment on réagit. Mais l'adaptation au changement climatique, c'est il va y avoir un stimuli plus tard, comprendre la nature de ce stimuli et ensuite dire maintenant qu'est-ce que je dois faire pour être prêt dans 30 ans. Il faut d'abord faire une analyse de quels vont être les impacts du changement climatique sur mes secteurs. C'est d'essayer de comprendre au niveau territorial, par secteur, quels sont les impacts et quelle sont la gravité des impacts. Et donc, sur quoi je dois travailler maintenant pour être prêt plus tard. Ce qui nous intéresse aussi en moyenne et haute montagne, c'est la quantité de neige qui va tomber et toutes les activités liées au sport d'hiver. L'idée de diversification sur l'adaptation est super importante. Plus on va avoir des activités économiques variées sur le même territoire, plus les impacts du changement climatique vont être dilués et plus on va avoir une chance en fait de s'adapter. Plus un écosystème est biodivers, mieux il peut s'adapter à des changements puis à des stress. Alors pour moi, c'est la même chose avec l'activité économique, ce qui veut dire que tout effort de diversification d'activité économique, planifié, intelligent, qui prend en compte les changements climatiques, c'est probablement là où on retrouve les meilleures stratégies d'adaptation. Les moyennes montagnes sont particulièrement vulnérables au changement climatique. Agir et y faire face, c'est une responsabilité commune. Il n'y a pas une bonne recette pour assurer la résilience des territoires, il y en a plusieurs. Et chaque territoire doit développer son propre modèle d'adaptation. Laissons la parole aux des élus partenaires du projet pour parler de leur stratégie d'adaptation. Le PNR du massif des Bauges, géoparc mondial UNESCO, est une citadelle calcaire de 860 km² qui alimente en eau à ses pieds les 2 plus grands lacs de France d'origine glaciaire. C'est une eau de plus en plus précieuse et c'est un véritable enjeu pour le parc. Dans le cadre du projet Artaclim, les élus du parc ont engagé la concertation avec les acteurs de terrain et l'appui des scientifiques en vue de définir des mesures d'adaptation au changement climatique sur 3 secteurs géographiques représentatifs du territoire. Ces 3 secteurs sont le stade de neige du Semnoz, l'une des 4 stations de moyenne montagne du parc, la Combe de Savoie, reconnue pour la grande qualité de ses vins, le cœur des Bauges, qui vit principalement de l'agriculture, du pastoralisme et de la forêt. Conscient des effets du changement climatique, sur un territoire sensible comme le nôtre, un territoire de montagne, les élus du Haut-Chablais se sont engagés. Ils ont décidé d'intégrer dans le projet d'aménagement et de développement durable, le PADD, un objectif sur le changement climatique, sur l'adaptation et la résilience. L'objectif du PADD devrait permettre d'intégrer au futur PLUI, le plan local d'urbanisme intercommunal, des actions concrètes sur l'adaptation et la résilience de notre territoire au changement climatique. À vous de jouer maintenant et rendez-vous sur les vidéos sectorielles pour découvrir davantage sur les enjeux de l'adaptation, de l'agriculture, sylviculture, du tourisme et des risques naturels.